sais pas si Je pense pas que Quand j'arrive là-bas. Est-ce que le micro est nécessaire? Vous m'entendez bien? on entend. Oui, on n'est pas si nombreux que ça. Donc bienvenue à ce 5e War and Peace Café. Et comme vous remarquez, ce sera un War and Peace Café un peu expérimental. Ce ne sera pas conférence débat comme d'habitude. On vient à la conférence et c'est juste le débat entre nous. Le débat, ça portera sur la guerre en Ukraine et surtout les problèmes que ça pose au mouvement de la paix en général. Parce que, comme vous savez bien, pas seulement en Belgique, mais partout en Europe, le déclenchement de l'opération militaire spéciale du 24 février a provoqué beaucoup de confusion et profonde division dans le mouvement de la paix, au point que notre mouvement, moi c'est Roland Martinet, pour ceux qui ne me connaissent pas, du comité surveillance OTAN, notre comité donc a été l'objet d'une procédure d'exclusion de la CNAPD. Ça veut dire que des organisations de la paix ont demandé que le comité surveillance OTAN soit exclu à cause de l'opposition, ce qui est quand même assez interpellant, je dirais. Et donc c'est pourquoi nous trouvons que ce débat entre nous, un débat rationnel, apaisé, courtois, est extrêmement nécessaire. D'autant plus dans les circonstances actuelles où dans la perspective d'une guerre possible entre l'OTAN et la Russie. C'est désastreux pour moi, enfin pour beaucoup de nous je pense, que le mouvement de la paix soit aussi faible et aussi divisé dans les circonstances actuelles. Alors pour être tout à fait sincère, nous avions invité des organisations de la paix qui ont des positions un peu plus éloignées que la nôtre, certains d'entre vous, mais peut-être à cause de la proximité des élections, elles ont décliné l'invitation. Et donc, on va faire avec ce qu'on a, c'est-à-dire les co-organisateurs de ces War and Peace Café, à savoir Fred, DM25 et le comité de surveillance OTAN. Intal n'a pas pu venir non plus. Voilà. Donc, concrètement, on va diviser ce débat en 3 parties. Classiquement, le début, la fin, ce qui peut se passer entre les deux. Quoi. Le début, ça veut dire l'origine de cette guerre, comment le comprendre, quelle est la responsabilité première. Puis, comment sortir, quelle est la possibilité de sortir de ce conflit. Et, troisièmement, je viens d'en parler, la perspective possible d'une guerre entre l'OTAN et la Russie. Ce que pensent les organisations de la paix de la propagande de guerre, à mon avis, qui est en train de battre de plus en plus fort. Alors, à chaque partie, je ferai une petite introduction pour orienter le débat, pour dire de quoi on parle. Et puis, je passerai la parole aux 3 intervenants, c'est-à-dire Ludo de Brabander au RAID, Pierre Destange de DM25 et Claudine Collet du comité surveillance OTAN. Et après, je leur demanderai d'être le plus bref, le plus concis possible, de manière à, après, avoir un débat, une discussion entre nous tous. Et à vous tous et à chacun d'entre vous, je demanderai aussi d'être bref, aussi de ne pas monopoliser la parole, d'être courtois. Et voilà. Bien. Donc, première partie. C'est quoi la première partie encore? L'origine et la responsabilité de cette guerre. Donc, si on écoute les médias et les hommes politiques dans leur quasi très très grande majorité, la question de la responsabilité de la guerre ne se pose pas du tout. C'est clair, c'est pas de... Voilà. La question de la responsabilité de la guerre, c'est clair, c'est la Russie a mené une agression impérialiste contre l'Ukraine sans raison. La raison, c'est que la Russie a des velléités impérialistes, que Poutine veut reconstituer l'Empire soviétique, que la Russie refuse que l'Ukraine soit indépendante ou qu'elle soit hors de sa sphère d'influence, etc., etc. Le discours que vous connaissez bien et que l'on entend tout le temps.
Et malheureusement, enfin, de mon point de vue, malheureusement, une partie du mouvement de la paix est de plus en plus imprégnée par cette vision, par cette façon de voir les choses. Nous voyons les choses de façon un peu différente, mais malheureusement, nos camarades et amis du mouvement de la paix sont imprégnés par cette vision de la Russie impérialiste. J'ai noté une petite citation de la CNAPD, dont nous faisons partie. L'année passée, un communiqué dit « Nous dénonçons la responsabilité première de la Russie dans le conflit, ainsi que la menace qu'elle représente pour la sécurité et la liberté de nombreux peuples européens. » Moi, ça m'atterre, ce genre de choses. Et même lors de la manifestation de février dernier, l'ensemble des mouvements de la paix appellent à dire stop à la guerre avec une phrase pareille. Nous appelons à nous rassembler afin de réaffirmer notre condamnation de l'agression russe de 2022. Zéro mot sur le plan. Bien, c'est bien sûr l'objet du débat. Alors, donc, il y a une espèce d'adhésion d'une partie du mouvement de la paix à ce récit, à cette vision fondamentale de la Russie est impérialiste. Et même s'il y a des mais, même s'il y a des nuances après à ce discours, ne soyons pas manichéens, il y a des mais et des nuances, mais l'OTAN menace, etc., etc. Je pense que, enfin, moi personnellement, qui suis modérateur pas très modéré, je pense quand même que ce que fait ces premiers pas dans la propagande de l'OTAN est désastreux pour le moment. J'en ai fini. Alors je vais vous laisser la parole avec cette première question. Quelle est pour vous, pour toi, je vais commencer par Claudine Paulet, si vous voulez bien. Ça va ? Quelle est la responsabilité, l'origine, le pourquoi de cette guerre selon toi ? Ce sera... Selon moi, c'est les positions du comité de surveillance OTAN que nous défendons depuis toujours, depuis qu'on existe. Le comité de surveillance OTAN, il faut dire qu'il s'est créé en l'an 2000 pour face à la première guerre de l'OTAN qui a conduit à la destruction et à la désintégration de la Yougoslavie. Donc ça avait déjà particulièrement secoué beaucoup de personnes, de camarades, et on a analysé, cherché à comprendre, essayé d'intervenir pour montrer quel était le rôle réel de l'OTAN dans notre société. Parce que l'OTAN, fondée en 1949, pour nous, c'est une machine de guerre qui a pour but de préparer la guerre contre son ennemi mortel depuis 1949, qui était à l'époque l'Union soviétique. Le premier secrétaire général de l'OTAN, un des premiers secrétaires généraux de l'OTAN, c'était Paul-Henri Spaak, qui disait « Nous avons peur de l'Union soviétique ». Donc, peur, ça voulait dire que à peine la Deuxième Guerre mondiale terminée, la guerre dite froide commençait déjà. Et l'OTAN, depuis le début, même avec seulement 12 États membres à ses débuts, a fonctionné, s'est organisé et s'est imposé avec ce même but, dans ce but. Ce but n'a absolument pas changé au cours des 75 ans d'existence de l'OTAN. Et maintenant, c'est pour nous, la guerre en Ukraine nous la considérons comme une guerre de l'OTAN contre la Russie, pas une guerre Russie-Ukraine. C'est une guerre de l'OTAN contre la Russie et l'origine de la guerre actuelle, elle remonte déjà à beaucoup d'années. Mais en particulier,
le moment où il y a eu la désintégration partielle de l'Union soviétique, ça a été un moment historique aussi, avec le démembrement de l'Union soviétique, la dissolution du pacte de Varsovie, l'OTAN devait disparaître, puisque c'était l'Union soviétique son ennemi. Qu'est-ce qui s'est passé? L'OTAN, bien loin de disparaître, a continué à se renforcer et étendre son territoire. D'ailleurs, l'OTAN, c'est pas un État qui a un territoire, c'est l'alliance militaire guerrière d'un nombre de pays de plus en plus important. Donc, sous la direction des États-Unis, avec le Canada et de tous les pays, pour arriver maintenant à diriger 32 pays, comme tout récemment les deux derniers qui se sont, la Finlande et la Suède, qui se sont aussi intégrés à l'OTAN. C'est-à-dire que l'OTAN a pris sous son commandement tous les anciens pays du pacte de Varsovie et le dernier qui lui manquait pour assurer son but, enfin pour rapprocher de son but qui était d'attaquer la Russie dans les mêmes intentions qu'il le faisait contre l'Union soviétique, en pensant aussi que maintenant c'était le moment, puisque à la chute de l'Union soviétique, c'était le grand mot d'ordre, c'est la fin de l'histoire, c'était le règne de l'Occident, le grand Occident capitaliste, sous la direction des États-Unis, mais enfin avec tous ses alliés qui malgré toutes leurs disputes, trouvaient plus important de s'unir pour aller contre l'Union soviétique et maintenant contre la Russie. Donc la guerre actuelle, pour nous, elle a déjà son origine depuis longtemps, mais les derniers objectifs de l'OTAN déjà, une date en particulier qui a été importante, c'était le coup d'État en Ukraine, le coup d'État de Maïdan, que nous considérons un coup d'État, ça ne s'appelle pas autrement, qui a permis toute une bande de fascistes stimulés et engagés par l'OTAN et les États-Unis à prendre le pouvoir en Ukraine. Enfin, toute l'histoire de l'Ukraine depuis 2014 jusqu'à maintenant, on la connaît assez. Et c'est ça qui a été un élément vraiment déclencheur d'une réaction inévitable de la part de la Russie, et que nous avons considéré comme légitime, fondamentalement légitime. Même si c'est pour certains d'entre nous, avec beaucoup de critiques sur la façon d'agir, la façon d'intervenir de la part du fameux Poutine, le grand dictateur, maître de tout, le diable en personne, mais ce n'est considéré, fabriqué comme tel, mais le fond de l'intervention militaire de la Russie, nous l'avons considéré comme légitime. Alors, bon, maintenant, ce n'est pas depuis 2 ans, ou à peu près 2 ans seulement, que toute l'Union européenne, donc tous les pays de l'Union européenne qui sont membres maintenant de l'OTAN, ce n'est pas à cause du déclenchement de la guerre en Ukraine qu'ils se sont lancés dans cette course aux armements complètement effrénée. Mais ça a été bien le prétexte de quelque chose qui se préparait depuis bien plus longtemps. Pour nous, c'est l'OTAN qui occupe l'Ukraine, qui a déjà bien, depuis Maïdan, en tout cas, intervient, fournit des moyens financiers, des moyens militaires, organise une restructuration de l'armée ukrainienne qui faisait partie du camp soviétique, pour la transformer
comme ils appellent, harmonisé avec toutes les autres armées des pays membres de l'OTAN. Et là, c'est-à-dire que cet objectif de l'OTAN était déjà en route bien avant la réaction de la Russie. Donc, maintenant, vu toute la crise qu'il y a dans le monde entier et la peur de perdre l'hégémonie économique, politique et militaire de la part du camp dit occidental, il y a une accélération énorme aussi parce qu'ils sont dans une très grande crise et la course aux armements devient vraiment infernale. Donc ça, c'était la première chose pour nous à dénoncer, à démontrer et contre laquelle il fallait lutter. Et c'est là que nous avons senti une grande faille dans le mouvement de la paix, de mettre l'OTAN en dessous de la chaise, de ne plus en parler et de condamner parfois tellement bêtement aussi, je ne sais pas trouver d'autres mots, l'intervention militaire de la Russie. Et de ce fait, effectivement, c'était difficile de maintenir une position cohérente et conséquente anti-OTAN. Et au moment où il fallait vraiment montrer que c'était l'OTAN le responsable, l'OTAN était mis sous la table. Et ça, c'était... Ah oui, par contre, je parlais beaucoup, j'avais que 10 minutes. Quoi ? Oui, d'accord. Oui, ça. Et voilà une des causes de tous ces débats terriblement houleux qu'il y a entre nous, qu'il y a eu entre nous au sein du mouvement de la paix. Mais je voulais encore dire juste une chose. La Belgique, elle n'est vraiment pas en reste dans cette course aux armements. Il y a une dernière déclaration de l'amiral Hoffmann, et ça commence comme ça. Si vis pacem parabellum, interview de l'amiral Michel Hoffmann, chef de la défense. Alors là, ça dit tout, quoi. C'est vraiment... Ouais, je vais terminer là-dessus parce que c'est contre ça qu'on doit continuer à se battre et persévérer et maintenir notre position très fermement. Est-ce que Ludo, tu peux... Excuse-moi. Oui, voilà, je ne me suis pas préparé, mais je vais peut-être en interaction avec ce que tu as dit, essayer aussi de réagir, répondre. Voilà, d'abord, comme association, avec notre histoire, on est presque d'accord avec toute l'analyse par rapport à l'OTAN, le caractère de l'OTAN, leur politique de provocation aussi. Je rappelle, ça a commencé en fait avec le déploiement, on dit, de boucliers missiles en 2007. C'est le premier speech où Poutine était énervé, c'était là-dessus. C'est pour ça qu'il a développé ou commandé le développement des missiles hypersoniques. Ça vient de là-bas. Pour expliquer comment ça s'est énervé. Et 2008, bien sûr, la pression au sein de l'OTAN par les États-Unis, notamment d'avoir Ukraine comme futur candidat de l'OTAN. Malgré la position à l'époque, en tout cas, de l'Allemagne et surtout de la France, sur le monde, je dis toujours, le 1er avril 2008, c'est encore sur Internet, on voit premier filon qui dit on est contre l'accession de l'Ukraine parce que ça va, je ne sais pas, donner un déséquilibre de sécurité en Europe. Voilà, donc Filon était d'accord avec cette position que l'Ukraine comme membre de l'OTAN, que ça va donner un problème en Europe au niveau de sécurité. Voilà. Dans ce sens-là, bien sûr, on suit tout ce que tu dis, Claudine. Voilà, machine de guerre, etc. Mais je crois la situation, si tu dis un coup d'État, tu vois, moi je ne vais pas dire c'est une révolution ni c'est un coup d'État.
Moi, je dis que l'Ukraine était divisée. Déjà. Et ça, on voit, quand on voit les élections de 2004-2010, on voit que, comment ce pays était divisé. L'Ouest, qui est orienté vers l'Union européenne, parce que c'est l'endroit où il y a le grain et tout ça, tu vois, le commerce avec les relations avec l'Européen, et l'Est, qui est, de plus qu'on va vers l'Est, qui est plutôt russophile, les nationalités russes qui sont présentes là, 15% quand même, qui est économiquement aussi orienté vers la Russie. Et là, je crois, c'est le jeu, voilà, c'est pour dire, ça c'est l'enjeu Ukraine, hein, donc il y avait un pays divisé, et avec ce changement de pouvoir à Kiev, les nouveaux, ceux qui ont pris le pouvoir ont provoqué une situation par dire, voilà, on va par exemple réitérer les droits de langue pour la population russe. Donc des choses comme ça. Donc ça s'est accéléré, c'est devenu c'était leur président qui a été chassé pour l'Est, le Sud-Est. Et voilà, et donc ça a commencé avec ça. Donc est-ce que c'est un coup d'État? Je ne sais pas, parce que bien sûr, on sait que l'extrême droite était très, très actif, mais en même temps, je crois, il y avait un soutien par une partie de la population qui vit dans l'Est. Voilà. Ça, c'est la situation, je crois, une analyse un peu plutôt sur les faits et honnête. Bien sûr, le rôle de l'Ouest là-dessus, c'est de jouer là-dessus. Donc, sur ce conflit interne, qui est pour moi un conflit nationaliste, avec des camps, dans les deux camps, aussi des extrêmes, hein, parce que les fascistes se retrouvent aussi dans le Donbass. Au-dessus, il y avait cette relation de pouvoir. Et voilà, ça c'est, là on est sur le caractère d'OTAN, la politique des États-Unis, de rester le seul pouvoir mondial, hein, ça c'est la doctrine de Wolfowitz de 1994, et utiliser l'OTAN pour ça. Hein, et donc la politique d'expansion dans tous les sens, mondialisation de l'OTAN. Voilà, là je suis, hein, on a utilisé ce conflit interne, conflit nationaliste. Oh, ça va, je vais le prendre tout de suite. Parfois j'ai besoin de mes lunettes pour lire des choses, mais voilà. Mais et là, il y a une responsabilité de l'OTAN de jouer là-dessus, de provoquer de plus en plus une politique d'entamer une politique de confrontation des alliés. Et c'est la Russie qui a réagi. Là, je suis dans ce sens-là d'accord. Je suis d'accord que la politique de la Russie, ce n'est pas une politique d'impérialisme. Ça, c'est un peu, tu vois, on utilise l'impérialisme comme mot pour dire, voilà, pour argumenter qu'il faut militariser l'Europe. Hein? Parce qu'impérialisme, ça veut dire, le lendemain de l'Ukraine, on va envahir des autres pays en Europe qui sont pays de l'OTAN, et ça c'est absurde parce que d'abord la Russie a déjà des problèmes en Ukraine, et d'avoir une confrontation directe avec l'OTAN, je crois, bon, hein, l'équilibre de force n'autorise pas ça. Mais il y a une chose fondamentale, je crois, que je ne suis pas, ce que Claudine dit, c'est que l'invasion de la Russie, et il faut le dire, c'est contre le charte des Nations Unies, c'est contre le principe de souveraineté des nations, c'est contre l'idée qu'on ne peut pas avoir une solution politique par une armée, hein, par la violence. Deux, on pourrait encore trouver une sorte de légitimité si la Russie s'est limitée sur le Donbass. Mais ils ont choisi de faire une invasion totale. Donc, ils sont envahis vers Kiev, hein, etc., etc. Donc, l'idée que l'invasion russe est pour protéger la minorité russe, on peut trouver une légitimité là-dedans. Mais c'était aller au-delà de ça. Donc c'était le discours de on va remplacer le régime fasciste. Voilà. Et deux, et c'est pour ça, donc c'est dans mon analyse le caractère russe, j'ai déjà dit la fois passée, je ne peux jamais défendre une politique d'un régime qui est, où les responsables sont des nationalistes extrêmes, autoritaires
et nationalistes, autoritaires et militaristes, qui n'acceptent pas d'opposition, même du mouvement de paix, donc nos collègues en Russie, qui sont opprimés. Voilà. Donc là, je ne suis pas. Donc, pour finir, je trouve qu'en tant que mouvement de paix, il faut avoir des principes. C'est-à-dire, on est contre toutes les violations du droit international comme il existe. Parce que si on nous refuse de condamner, on va délégitimer tout ce qu'on dit des autres pays, des États-Unis, quand ils envahissent pour n'importe quel argument un autre pays. Et donc c'est un principe de droit international de ne pas entamer ces actes d'agression. Et voilà. Et pour moi, donc le problème que je pourrais, ou peut-être ce qui divise nous, c'est il faut condamner, et en tant que vrai, on a condamné les actes de l'OTAN, mais il faut condamner aussi, ça ne veut pas dire que la Russie a des arguments pour envahir notre pays. Et tactiquement, je comprends de la plateforme, qu'on n'a pas mentionné l'OTAN directement, mais vous savez pourquoi. Même au sein de CNAPD, de dire ça, ça veut dire qu'il n'y a pas une plateforme assez large. C'était déjà faible la mobilisation, la capacité de mobiliser. Au moins, je crois, on a quand même avancé des principes importants. Et voilà, sur l'OTAN, il y a une discussion. Mais je suis d'accord avec CS OTAN, on a toujours opposé l'OTAN. Mais voilà, si on crée une plateforme pour mobiliser les gens, pour agir contre cette politique de guerre, mais aussi la politique de militarisation de notre continent, la politique de guerre, escalade, etc., ça c'est bien sûr important pour nous, pour avoir une capacité de mobiliser une plateforme si large possible, inclus les syndicats. Et c'est déjà très difficile, vous savez. Oui. Voilà. Pour bien préciser, pour bien circonscrire le débat, on parle bien de la responsabilité première de cette guerre. La façon dont le régime russe, qu'est-ce qui se passe en Russie, etc., sort de notre champ de discussion, je pense. Le problème est vraiment pourquoi cette guerre. Oui. Je voulais dire ça, Roland, il faut arrêter de penser binaire dans les façons binaires. Parfois, il y a plusieurs responsabilités. Et quel est le plus principal? Oui, j'ai expliqué, il y a une responsabilité très importante de l'OTAN, mais on ne peut pas nier une responsabilité du côté russe pour où on est arrivé. En plus, ils ont joué le jeu de l'OTAN, et l'Ukraine est tombée dans la piège. Ça, c'est mon analyse. Non, on en discutera. Oui, voilà. Ok. Alors, bon, moi, je veux d'abord un peu expliquer comment fonctionne BIM 25, ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas bien, parce que nous sommes un mouvement international en principe intereuropéen. Le E de BIM 25, c'est l'Europe. Mais en fait, on a des gens un peu partout dans le monde, pas seulement en Europe. Bref, notre idée, c'est de démocratiser l'Europe, parce que l'Europe, on n'est pas contre l'Union européenne en tant que telle, théoriquement, mais on est totalement opposé à l'Union européenne telle qu'elle existe et qui n'est pas démocratique, pas sociale, enfin, maintenant elle a remorque aux États-Unis, donc on est tout à fait hostile. On ne pense pas qu'elle soit réformable. On veut une Europe autre au service des citoyens. Donc, ça, c'est pour les grands principes. Maintenant, sur la guerre, la paix, l'Ukraine et compagnie, du fait que nous sommes un mouvement international, nous avons pas mal de membres dans les pays de l'Est européen, en Pologne, chez les Tchèques, chez les Slovaques et bien d'autres. Et donc, nous avons eu un débat très dur il y a 2 ans, parce qu'un certain nombre de nos membres, en particulier polonais, nous travaillions à l'époque pour les élections de 2019 avec un parti polonais qui était largement d'accord avec nous sur beaucoup de points de notre programme. Et on s'était présenté ensemble aux élections européennes. Mais ce parti a pris des positions très
nationalistes polonaises et très pro-OTAN, ils ont rompu avec nous. Bon, nous, on n'a pas l'habitude de chasser les gens, etc. On a un mouvement, on n'a pas des structures où on expulse les gens. Enfin bon, ça arrive qu'on expulse quelqu'un, mais c'est rarissime, mais c'est pour des choses très graves. Mais ils ont rompu avec nous et on a perdu un certain nombre de nos membres et de nos militants dans les pays de l'Est européen parce qu'ils ont pris des positions très, finalement, je dirais, pro-OTAN pour schématiser. Bon, pour voir la situation ici en Belgique, le groupe belge, nous ne sommes pas tous sur la même longueur d'onde non plus. Moi, personnellement, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Ludo et de Claudine, mais ce n'est pas le cas de tous nos membres. Bon, ça ne nous empêche pas d'agir ensemble. Et ça, c'est quand même assez important. Chaque fois qu'on a eu une manifestation contre la guerre en Ukraine avec toute la plateforme, chaque fois, DiEM25 en tant que tel a appelé aux manifestations, est venu aux manifestations, a participé à l'organisation. Donc on est tout à fait d'accord avec ça. Et je résumerai en disant que j'avais préparé une petite affichette récemment pour des gens que tu connais, les Finlandais qui sont venus l'année passée, le mouvement des femmes contre le temps. C'est bien ça. Entre autres, oui. Mais oui. Et alors, sur l'affichette, j'avais mis quand même les idées fondamentales de DiEM25 qui se retrouvent dans une déclaration, et ça c'est important. Il y a maintenant, au moment du début de la guerre en Ukraine, il y a une déclaration qui a été publiée par Yanis Varoufakis, donc de DiEM25, Jeremy Corbyn, que vous connaissez tous j'imagine, et Ece Temel Kuran, qui est une pacifiste et militante turque. Ils se sont réunis à Athènes et ils ont sorti un texte que vous pouvez évidemment trouver sur Internet. Ça s'appelle la Déclaration d'Athènes, où ils préconisent le non-alignement. Donc ils disent que les pactes militaires, les pactes militaires, je fais une petite parenthèse, mais la Russie, elle a quelques petites bases dans d'anciens territoires soviétiques, puis c'est tout. La Chine, elle a une base à Djibouti, où il y a déjà les Allemands, les Italiens, les Japonais, enfin bon, une demi-douzaine de gens. Donc les pactes militaires, c'est un pluriel un peu pas juste, quoi. Alors, ce qu'on préconise, donc, c'est le non-alignement, déjà parce que si on est non-aligné, si on désescalade, parce que pour l'instant c'est terrible, et donc tout l'argent par l'Union européenne maintenant est en train de se réorganiser économiquement sur la base de préparer la guerre, financer l'armement, etc. Donc tout cet argent-là, c'est de l'argent qu'on va utiliser à des tas de choses dont tout le monde a besoin, le social, le culturel, etc. Le problème, donc nous, on est en Belgique, disons, on n'a pas de problème avec ça, et on a chaque fois appelé aux manifestations. Disons, le problème, c'est d'être suffisamment large pour attirer les gens. Alors bon, on a tous vécu ça, sans compter, mais là je ne vais pas en discuter de ça, pour le moment, la confusion qu'on a semée, notamment lors des manifestations, avec les gens qui voulaient prolonger la guerre et qui, eux, manifestaient la veille du jour que nous avions choisi. Bon, ça, c'était la confusion totale. La presse a parlé de division du mouvement de la paix à cause de ça. Ben oui, parce que ça a été organisé en Belgique, en France, en Angleterre, un peu partout. Les journalistes, ils sont tous pris les pieds, même Al Jazeera ne s'y retrouvait plus, ni le Guardian britannique. Enfin bon. Le problème est que nous devons toucher les gens. Alors, c'est très difficile. J'ai participé à toutes les manifestations avec Vrede et compagnie, et c'est difficile de mobiliser. Les gens ne sont pas fort intéressés. Ils sont très à écouter la propagande de l'OTAN. Même dans le mouvement DiEM25 en Belgique, il y a des gens qui sont assez... à écouter la propagande de l'OTAN. Bon, ce qui me frappe, c'est quand même la mobilisation des jeunes, pour le moment, à l'université.
sur la question de Gaza et de la Palestine. Donc, il y a des choses qui peuvent mobiliser les jeunes. Et ça, c'est une chose à laquelle nous devons réfléchir, je pense. Bon, c'est quelques réflexions comme ça. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir? Pierre? Oui, mais j'ai quelques réflexions quand même. On dit aujourd'hui le mouvement de la paix, blabla. Je peux vous dire que dans les années 70, lorsqu'on recrée un mouvement de la paix, du côté francophone, c'était la fin de la guerre du Vietnam, c'était la fin de la grande marche anti-atomique, et il y avait eu une dissolution de tout ce qui était la capacité de faire des grosses mobilisations et d'amener les gens dans la rue. Il n'y en avait pas. Et donc quand le CNAPD, c'est pas la CNAPD à l'époque, c'est le CNAPD, se constitue, il se constitue essentiellement avec des jeunes. D'abord, moi-même, j'étais jeune. À l'époque, vous aviez des organisations extrêmement bien structurées, que ce soit dans les organisations de jeunesse politique, les jeunes communistes, les jeunes socialistes, même parmi les jeunes écolos qui nous emmerdaient. Et il y avait un mouvement de la paix qui existait. Quand vous prenez le mouvement chrétien pour la paix, il avait des bases dans toute la Wallonie. Quand vous prenez la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne, elle avait des bases dans toute la Wallonie et à Bruxelles. Quand vous prenez toutes ces organisations, elles avaient une base. Donc il y avait une base et il y avait une formation. Il y avait une éducation populaire. Donc dans ces années-là, pour arriver, on a directement pu faire dès 1970, des premières actions qu'on a fait, c'était pas dans l'affaire du mouvement de la paix, c'était contre les armements en Belgique, l'achat des fameux chars à je ne sais pas quoi. Léopard, non? Léopard, Déjà les léopards, voilà. C'était pour l'objection de conscience, on s'est mis d'accord sur une plateforme assez large qui n'était pas focalisée sur un point. Et c'était le soutien au mouvement de libération des pays qui étaient en lutte en Afrique, notamment tous les pays de la ligne de front. C'était l'apartheid, c'était tout ça qui faisait un package dans lequel toutes ces organisations sont arrivées à se mettre d'accord. Et quand il s'agissait de faire une plateforme, t'en fais pas, hein? C'était des bagarres. C'était des bagarres. Et heureusement qu'à l'époque on était jeunes et qu'après on allait boire des pintes, et qu'on arrivait chaque fois à s'engueuler sérieusement. Il y avait les positions du Parti communiste, il y avait les socialistes qui s'y opposaient, il y avait les Ganguiens qui disaient mais c'est pas possible, vous soutenez des luttes armées. Effectivement, même Oxfam soutenait la lutte armée même s'il n'amenait pas des armes. Il y a une nuance entre soutenir un mouvement qui lutte avec les armes et lui apporter un soutien dans l'éducation, la santé, etc. Donc il y avait de tout. Et ça faisait, je peux vous dire, on se rentrait dedans tout le temps. Ils étaient tellement divisés qu'ils avaient dû trouver un qui n'était pas trop étiqueté. Et c'est comme ça que moi, comme Oxfam, je suis devenu président de ce CNAPD-là. Parce que, en plus, j'avais un art, c'était d'écouter, s'engueuler les gens, prenez des notes, pour essayer de trouver, pour dire à la fin, est-ce que vous ne croyez pas que peut-être on pourrait arriver à s'entendre sur telle et telle position? Et alors il y avait les gens du MIR, le Mouvement international de la résistance, enfin dire non, c'est pas possible. Il y avait Jean Dubois qui parlait non, c'est pas possible. Et puis finalement, à force de dire non, c'est pas possible, ça devenait possible. Et donc ne vous étonnez pas que dans un mouvement qui devrait se créer un monde de la paix, de croire que c'est tout des béni-oui, c'est pas vrai. Ce sera toujours comme ça. On est tous dans une société multiple, différente, et que démocratiquement, on a droit à ces expressions. Donc c'est un. La deuxième chose, c'est quand on parle maintenant de la question de l'Ukraine, eh bien, pour arriver à faire notre première manifestation en 1979 contre les fameuses missiles de croisière et les planchers et les courses, ça nous a mis 9 ans de travail. On a travaillé ensemble pendant toutes ces années pour avoir la capacité d'avoir une faculté de mobilisation et d'amener les gens à venir travailler entre des communautés chrétiennes, des socialistes, des sans-rien. Bon. Et c'est ça que il y a eu tout ce travail.
Et ce travail-là, il n'a pas été fait depuis 1990. Excusez-moi de le dire. Il n'a plus été fait depuis 1990, parce que tout le monde, dans une partie de ceux qui étaient fédérés, on dit, mais maintenant qu'il n'y a plus les Russes, il n'y a plus de danger. Le deuxième point, c'est que quand en 1979, on monte la première campagne contre les missiles, et à la première manif, étonnamment, on est 100 000. Nous-mêmes, on était surpris, parce que la première manifestation qu'on avait faite avant, sur les questions d'objection de conscience, sur les chars, ou sur les questions des jeunes qui refusaient les foires commerciales, alors quand on était 10 000, c'était un maximum. On est tout d'un coup 100 000. Et on va attendre 2 ans pour faire la suivante et être 200 000. On va attendre 2 ans et on sera le double encore. C'est le soir qui dira qu'on est 400 000. C'est pas bon. Et ça, c'est aussi une façon de procéder, de dire comment est-ce qu'on est capable de se structurer sur la durée. On est dans une situation complètement différente, terriblement difficile, parce qu'entre-temps, la financiarisation de l'économie, elle est passée par là, et l'OTAN, c'est l'instrument de la financiarisation de l'économie avec la FMI, avec la Banque mondiale. C'est-à-dire, on est devant un monstre qui s'est construit petit à petit, et nous n'avons pas eu probablement suffisamment de vigilance pour dire attention, c'est là que ça se passe. À l'époque, n'oubliez pas qu'on a déjà divisé le mouvement de la paix. 85, on divise le mouvement de la paix. Les grandes gueules du mouvement, j'oublie les noms parce que je suis trop vieux, mais enfin, les gens de IKB en Hollande ont divisé le mouvement de la paix. C'est comme ça qu'on va créer la CNAPD, c'est pour ça que je me retire aussi d'ailleurs. La CNAPD, c'est d'enlever le terme du développement pour le remplacer par démocratie. On va dire, nous, on est les démocrates et eux pas. C'est pour ça le là, vers le là, c'est pour changer la structure et tout un courant qui est venu avec des gens comme ceux qui sont les plus anciens. Mary Kaldor, une Hongroise vivant à Londres, a été à penser comment on devait transformer le mouvement de la paix en un mouvement de lutte pour la démocratie, c'est-à-dire comme tous les non-démocrates, c'est-à-dire comme tous les pays de l'Est, pour être clair. Et ça a réussi. Et ça a réussi. C'est comme ça que le mouvement de la paix s'est éclaté. Il faut retourner là pour se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait comme erreur pour arriver à cette situation-là? La deuxième chose, tu as dit, je ne sais pas qui a dit, on n'est pas, on veut bien faire un mouvement de la paix, mais pas anti-OTAN. Bien, à l'époque aussi. Mais à l'époque, on a évité ce piège en ayant une division claire entre un groupe qui a travaillé sur la question de l'OTAN et qui était le NATO Alert Network, qui était à la fois américain, britannique et certains pays européens, dont la Belgique, et qui avait d'ailleurs un siège ici à Bruxelles. Et vous aviez là des gens qui nous soutenaient de manière absolument inattendue. La Grèce a été un des principaux soutiens de l'anti-OTAN. La Grèce était sortie de la Grèce des colonels, était devenue une Grèce dite socialiste, mais à côté de Papandreou, qui était le président, il y avait une femme qui était une Américaine, et qui, elle, a amené l'argent pour que le mouvement anti-OTAN puisse travailler entre les États-Unis, l'Angleterre, Londres et Bruxelles. Il y avait même un siège, je peux vous dire, même où ça se trouvait à la rue Stéphane, et ça travaillait. Donc il y avait aussi une volonté de dire qu'on ne va pas effrayer tout le mouvement, parce qu'il était clair que les mouvements chrétiens de gauche étaient importants en Flandre, et l'OTAN, ça ne marchait pas très juste. Donc ils ont fait tegen kernraketten. Point. Tegen kernraketten. C'est la division entre OCV et VACA, c'est ça? Mais exactement. Exactement. Et donc, alors que chez nous, on avait une plateforme sur un paquet de sujets, et donc on allait sur ce sujet-là aussi. Et ce sujet-là étant porteur, on l'a porté. Mais il y a eu cette division de 85. Et puis, en ce qui concerne maintenant la question de l'Ukraine elle-même, vos analyses sont tout à fait intéressantes et pertinentes, mais je pense qu'il faut y ajouter un élément. C'est que pour nos grands penseurs, en 1990, ils disent c'est fini, la Russie n'existe plus, l'URSS n'existe plus, tout ça va être balayé, à nous les marchés, à nous tous les marchés. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que petit à petit, et la Chine et la Russie sont arrivés petit à petit, moi je me promène encore toujours dans le monde, mais quand
vous êtes en Afrique aujourd'hui, ben, les marchés, ben, les Russes occupent une partie du marché. Ça on ne dit pas, mais c'est vrai. Les Chinois occupent, alors là, une grosse partie du marché. Et donc l'Occident se sent en danger. Donc pour moi, l'Ukraine est devenue, à un moment donné, quand il y a une fixation comme ça sur le plan international, où les Occidentaux ont compris que leur temps de régner sur le marché, et qu'il faut savoir que dans les années 70-80, ils possédaient 80% de l'ensemble du marché mondial. Et tout d'un coup, ils se font rogner les doigts, petit à petit, parce que d'autres puissances économiques arrivent à, d'abord elles ont besoin comme nous, de ce qu'il y a comme matières premières dans le monde, et donc il y a une concurrence vis-à-vis de l'accès aux matières premières. Et petit à petit, ça se crispe, et il fallait savoir que c'est comme quand il y a quelqu'un qui a des problèmes de santé, on voit tout d'un coup apparaître un furoncle. C'est un signal. Pour moi, l'Ukraine, c'est le furoncle de cette tension entre les Occidentaux et l'émergence conduite en partie par les Russes. Ils sont dans les BRICS depuis combien d'années? Depuis le début, ils sont fondateurs des BRICS. Les Chinois aussi sont fondateurs. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a eu là une tension. Voyons, que nous n'avons pas permis, on n'a pas vu comment il fallait interférer là-dedans. On a été capable de faire une chose, c'était de travailler sur les questions de l'endettement des pays du Sud. Ok? Mais on n'a pas été capable de travailler suffisamment sur le fait que chez nous, il fallait mettre fin à la croissance. Et cette tension de concurrence sur la croissance, dans laquelle les Chinois se sont lancés avec beaucoup de talent, et les Russes aussi, ils sont devenus des prêteurs mondiaux, les Russes. Ce sont des gens qui prêtent dans le monde entier. Et donc cette tension aboutit à un moment donné à un point de fixation qui est aujourd'hui l'Ukraine. Et c'est vrai que derrière l'Ukraine, on a un polichinelle qui s'appelle Zelensky, on a les Américains qui étaient déjà bien avant, qui s'étaient déjà installés. Et donc tout ça était prévisible quelque part. Et je peux vous dire que, ayant été un peu parlementaire quand même, quand moi dans les années 2002 au Parlement, dans les commissions des affaires étrangères, on parlait déjà de l'Ukraine. On parlait de l'Ukraine, mais il y avait deux courants, un courant otanien et un courant qui pensait que l'Ukraine, comme la Turquie d'ailleurs, autre tension, devait être des ponts. L'un les ponts vers l'Asie, la Turquie, et l'autre le pont vers les gens de, voilà, tous ces gens de la Russie, etc. Et ça se discutait en commission, je peux vous le dire, si vous allez gratter, vous allez trouver, et que c'était le courant pour une neutralité de l'Ukraine et de la Turquie qui l'emportait. À l'époque, ce courant-là était majoritaire. À la Volkswagen, ils étaient pour. Le SPA. C'était la position du gouvernement de terme. Donc, on avait c'est-à-dire qu'on avait une vision. Et le problème, je termine par là, c'est que, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de vision. Même dans la gauche, on est divisé. Exactement. Mais c'est pas que chez nous. Le Parti socialiste, n'en parlons pas. Mais partout où vous êtes dans l'opinion publique, nous devons recréer une vision. Une adhésion sur une vision. C'est ce qu'on était capable de faire alors qu'il y avait le Parti communiste, alors que quand on travaillait sur les missiles, vous savez ce que nous disaient les généraux belges dans les conférences pour nous attaquer? Mais vous êtes malade, est-ce que vous vous rendez compte que demain les Russes sont sur le Rhin? Il fallait les missiles pour empêcher les Russes d'arriver au Rhin. Aujourd'hui, on n'en est pas là, ils sont qu'en Ukraine. Mais là, j'étais sur le Rhin. Je peux vous garantir, c'était tout ce que j'entendais, je me faisais engueuler pour ça, j'étais un pro-soviétique, évidemment, j'étais vendu aux Russes, évidemment. J'ai dû faire une conférence avec des ministres belges, anciens ministres, pour vérifier les comptes de la CNAPD pour montrer que nous ne recevions pas d'argent des Russes, parce qu'à cette époque-là, il y avait en Norvège un mec qui avait reçu un peu d'argent. Et bon, alors on essayait de nous détruire là-dessus, et il y a eu une demi-page dans le soir pour dire non, ils sont parfaits, ils sont subventionnés comme l'organisation de jeunesse, et puis c'est tout. Et que pendant nos manifestations, pour payer nos manifestations, je vous signale, on faisait marcher les pompes à bière. Et ça a payé toutes nos manifs. Il faut aussi savoir comment on faisait à l'époque. Donc, je vous dis tout ça pour dire, toujours comme ça. il y a à savoir comment est-ce qu'on recrée une vision de ce que serait le mouvement de la paix des années à venir. C'est indispensable, c'est urgent. Et comment est-ce qu'on arrive à
Et comment est-ce qu'on arrive à partager cette vision entre nous d'abord, et puis vers les opinions publiques, et quelle est la stratégie de contact qu'on va employer, puisqu'aujourd'hui, c'est bien qu'on n'a plus les jeunes comme on avait avant, on n'a plus les jeunes des partis. Maintenant, quand ils sont dans les partis, c'est pour essayer d'avoir une place, mais on n'a plus non plus les mouvements chrétiens comme on avait d'antan. Le pape n'a plus le même succès, même quand il parle de pape. On n'a plus tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce que les jeunes utilisent maintenant quand ils s'occupent de la Palestine. Ils sont tous sur le TikTok, le Wikipédia, et blabla, et blabla. Moi, j'aime pas ça, mais on m'appelle quand même. Mais vous seriez surpris de qui m'appelle, c'est parfois émouvant. La personne qui m'appelle, c'est Christiane Essel, c'est la femme de Stéphane Essel. Alors voilà un homme qui avait une vision et qui avait un projet, qui parvenait à partager ce projet avec des jeunes quand il parlait à l'ULB, c'était noir de monde. Et voilà, donc je pense, et c'est possible, quand Angela Davis est venue à Bruxelles il y a 2 ans, elle vient à Bruxelles, 2000 jeunes sont là, j'étais là, je regardais, j'étais ébloui. Et puis ils échangent entre eux, ils parlent pas. Et puis elle se lève, parce que c'est la fin, je fais bien la lever aussi. Et à ce moment-là, elle se retourne vers eux et elle dit, j'ai encore une chose à vous dire. Si vous voulez vraiment changer quelque chose dans ce monde, eh bien, il y a 3 choses que vous devez absolument faire. Vous devez être antiraciste, vous devez être anticolonial et vous devez être anticapitaliste. Et elle se fait happer par 2000 jeunes qui étaient là, ils applaudissent tout. Et elle n'était pas là, elle représentait ni un parti, ni la gauche, ni la droite, elle était Angela Davis. Le jour où nous sommes capables de faire comprendre que entre le mouvement de la paix et le racisme, c'est lié. Entre le mouvement de la paix et le capitalisme, c'est la pourriture qui fait qu'on a des guerres aujourd'hui. Le jour où on refait alliance sur une plateforme aussi large et on ne s'engueule pas sur qui est pour, qui est contre, on avancera. Enfin, bon. Ouais. Qui veut enchaîner, si c'est possible, oui. Il y avait la voisine qui vous demandait poliment. Ben, en fait, dans quelle mesure est-ce qu'en se focalisant plus sur l'industrie de l'armement plutôt que des cas particuliers, parce que finalement, à qui profite le crime? C'est ça. Voilà quoi. Et quand on voit les chiffres de certains, des plus gros bonnets dans le secteur, ça répond aussi pas mal à toute une série de questions. Ouais. Un tout petit détail. En 80, on dépensait plus en Belgique pour l'armement qu'aujourd'hui. Ouais, mais le problème, il n'est pas belge. Hein. Non, mais il faut parfois relativiser les choses. Non, Oui. parce que même dans d'autres pays européens, l'Europe dépensait plus en 80 qu'aujourd'hui. Relativement, hein, attendez, en chiffres. Si C'est un chiffre évidemment que non. Si tu prends les chiffres et l'évolution indexée, pas seulement indexée, aussi de ce que ça représente en termes de valeur. Bien, donc, on n'est pas. C'est pas grave, on peut encore gagner. Quoi. Non, mais par rapport Le à ce problème, que... il est mondial, hein. Il n'est pas européen. Là, Non, mais par rapport à ce que tu dis, pour dire quel monde de militarisation on est, il y a Testanco. Je ne sais pas, vous ne connaissez pas, mais côté Flandre, c'est vraiment très important au niveau de un très consommateur, tu vois. Ils donnent toujours des conseils, tout ça. Et dans les derniers issus, ils ont conseillé les gens d'investir dans Lockheed Martin. Oui. Et vous avez entendu peut-être, il y a encore une autre entreprise pour dire, voilà, ça, c'est intéressant pour faire des profits. 15%, hein, Et c'est, tu vois, c'est, comment dire, une organisation de non-profit, hein, donc ASBL, hein, genre ASBL. Oui, bien sûr. Oui, et c'est pour poursuivre un peu ce que Pierre disait, et vous aussi. Je crois qu'il y a 3 dimensions dans cette guerre. Il y a une dimension impérialiste incontestable, au sens de la dislocation du monde bipolaire, création de grands changements géopolitiques, où se joue l'Occident global et ses alliés dans l'Europe, mais avec des tensions néanmoins à l'intérieur du bloc anglo-saxon, Amérique, Canada, Angleterre et les Européens, bien qu'ils sont des alliés, il y a des tensions entre eux, il faut compter là-dessus. Et de l'autre côté, le bloc, je dirais, Russie, Chine et ses alliés, Biélorussie, Iran. Et cette confrontation, je pense, elle est déterminante aujourd'hui. Il y a une deuxième dimension qui est la dimension internationale.
entre nations, c'est-à-dire la Russie et l'Ukraine. Et les enjeux sont à la fois actuels, mais aussi du passé soviétique, mais aussi du passé tsariste. Tout cela joue dans les consciences, aussi bien des collectivités que des individus. Et il y a une guerre civile interne à l'Ukraine, entre le Donbass jusqu'à l'Odessa, qui a des racines aussi bien culturelles, linguistiques et d'autonomie revendiquées depuis longtemps. Il y a 3 guerres, donc, une guerre impérialiste, une guerre internationale entre 2 nations et une guerre civile interne à l'Ukraine. La question est de savoir toutes ces dimensions, je pense, ont une relative autonomie entre elles. Mais la question est de savoir s'il y a une détermination parmi ces dimensions, ces 3 dimensions. Superdétermination. Je crois que c'est la guerre impérialiste qui joue aussi. Et qu'ici, il faut avoir une plateforme, aujourd'hui, c'est d'après coup. Qu'est-ce qu'on voit dans cette guerre impérialiste de différents blocs de puissances émergentes? Pierre les a évoqués. Bien, on voit après coup la conséquence. C'est la militarisation de toutes les économies mondiales. Les transformations des économies capitalistes typiques en économies de guerre. Je crois qu'une plateforme doit être fondée pour mobiliser les gens et les réflexes, qui sont des réflexes anti-guerre, aussi bien dans la jeunesse que dans y compris dans les classes moyennes, je vais dire. Nous allons vers une économie de guerre, ce qui implique l'ensemble des politiques d'austérité qui ont été développées depuis la crise de la dette mondiale, y compris la dette bien sûr du Sud. La Grèce a été évoquée, mais on peut parler de l'Espagne, on peut parler du Portugal. Donc, je pense que la mobilisation sociale aujourd'hui, de toutes les catégories d'âge, c'est, je pense, sur cette question de transformation des économies mondiales en économies de guerre, avec les conséquences d'une austérité du point de vue des besoins sociaux. Je pense que ce message est un message qui nous évite aussi d'éviter des divisions sur des questions concernant les dates, quand ça a commencé les conflits, quelle est la cause première, la cause secondaire. Tout cela brouille les cartes et empêche l'unification des mouvements. Il faut faire une plateforme qui pose l'essentiel de la vécu au jour le jour des gens aujourd'hui. C'est-à-dire, nous sommes devant une économie qui se transforme partout. En Grèce, qui est un pays qui se trouve dans une situation économique dramatique, eh bien, on a dépassé les 2%. Ouais. Les 2% que impose l'OTAN. Mais vous vous rendez compte? Ça signifie que la santé ne peut plus être financée, que l'enseignement ne peut plus être financé. C'est terrible. Je pense que sur cette question, les populations sont très sensibles. Et on évite des histoires d'interprétation causale. Qui est le responsable, qui a tapé le premier, qui a sorti l'épée le premier. Tout ça, à mon sens, brouille les cartes. Aujourd'hui, nous avons une super détermination de tous ces conflits nationaux, au sens de guerre civile, parce que je crois que l'Ukraine est traversée par une guerre civile, au sens fort du terme. Je pense que si on commence à rentrer dans des interprétations du détail, on échappe, enfin, on brouille les cartes par rapport. Pour nous, c'est intéressant sans doute de discuter, pour clarifier les points de vue politiques, y compris idéologiques et théoriques, c'est sûr. Mais je pense que par rapport à la société, ce type de divergences qui sont utiles et qu'il faut utiliser, mais il faut les faire vraiment en petite échelle, je veux dire, pour pouvoir le mieux possible pouvoir la situation. Mais pour mobiliser, je pense qu'il faut dire des choses vraiment, des grosses vérités. Ouais, moi c'est juste pour dire une chose qui me paraît importante pour revenir concrètement sur la question de la division du mouvement de la paix et précisément de la demande d'exclusion du CSO de la CNAPD. Je voudrais quand même rappeler, pour moi c'est quand même assez positif, c'est que c'est le CA, donc le conseil d'administration de la CNAPD, qui a proposé à l'Assemblée générale d'exclure le CSO. Et si je ne me trompe, le CA a été remis à sa place par l'Assemblée générale.
Donc voilà, donc ça veut dire quand même quelque chose. Je veux dire, il n'est peut-être pas si divisé qu'on croit. Voilà, c'était juste une petite remarque comme ça. Je voudrais toucher un mot qui est un peu différent de notre ami qui vient d'intervenir, en le sens que je crois que parfois préciser des responsabilités et s'appuyer sur des faits concrets, ça veut dire sur des dates, est très utile plutôt pour éclaircir quelles sont les origines de cette guerre. Parce que je fais la différence entre les causes historiques, qui est très bien exprimé par vous tous, hein, l'élargissement de l'OTAN, les provocations, etc. Ces causes historiques, les différencier des aspects factuels, ponctuels, concrets, qui sont très souvent oubliés ou ignorés, tout simplement. Et à ces propos, je crois que c'est très important de préciser quelques dates. En 2019, M. Zelensky arrive au pouvoir et prête serment le mois d'août, exactement le 29 août. Le 2 septembre, donc 3 jours après, même pas 3 jours utiles parce qu'il y avait un week-end entre les deux, il donne un ordre, une note à son premier ministre Oleksiy Bondarsuk et lui dit de préparer une liste d'un peu plus de 500 sociétés, entreprises qui doivent être privatisées, avec un détail décisif. Il ajoute, vous devez préparer un projet de loi pour annuler la moratoire qui existait depuis toujours pour les ventes des terres. Autrement dit, toucher la propriété de la terre. Ce qui était sacré que personne n'avait osé toucher. Suite à ça, commencent des grandes manifestations contre Zelensky qui venait d'arriver au pouvoir et qu'on n'a pas parlé ici. On a bloqué les autoroutes. Les syndicats et la gauche à l'époque étaient fortes. Les partis communistes avaient 14% de l'élection, notamment dans la partie du centre et de l'est de l'Ukraine. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose de très délicat. Que M. Zelensky, qui est arrivé avec presque 74% des voix, un fait planétaire, on n'a jamais vu ça. 73-4%, il arrive au pouvoir. Sa popularité commence à chuter vertigineusement. En 2021, il était à 19-22%. Mais il y a quelque chose encore, une autre date très importante, que c'était en 2020. En 2020, justement, pour cette loi des terres, le 28 février, il signe les projets de loi pour suspendre, pour annuler la moratoire et que les ventes, les terres puissent être négociées et vendues, y compris à des secondaires candidats étrangers. Alors la révolte augmente terriblement. Je vais résumer, pour ne pas faire trop long, parce que quelques mois après, c'était en octobre, le 5 octobre 2021, apparu les Pandora Papers, c'est-à-dire un scandale de corruption où on découvre que non seulement Zelensky, qui avait été élu pour lutter contre la corruption, était un grand corrompu et qui était, lui et sa famille, au centre d'un cercle de corruption. Quelques semaines après, et là, je ne trouve malheureusement pas la date, qui pour moi, cher ami, la date est très importante, M. William Burns, le nouveau patron de la CIA, un type de monde particulièrement habile, ancien ambassadeur à Moscou, arrive à Kiev en novembre et arrive avec, pas un conseil, mais un dictat.
changer radicalement le logiciel politique du président Zelensky, qui jusque-là était voué, parce que Zelensky, on oublie un détail, c'est un ultra néolibéral. À côté de lui, Madame Thatcher est une gauchiste. Mais vraiment. Et alors, ça va vous choquer. Je crois que, personnellement, Zelensky, au départ, n'était pas du tout pour la guerre. Il est devenu la marionnette qu'il est devenu. Quand Barnes est venu, il a dit, maintenant, la seule solution pour sauver ton poste, parce que ton poste n'est pas n'importe quel petit dictateur de l'Amérique latine, c'est l'Ukraine, voisine de la Russie, qu'il fallait sauver. Tu restes là, mais il faut absolument que maintenant tu appelles au patriotisme ukrainien, et ce patriotisme ne peut que s'exacerber si on utilise l'option militaire, d'abord contre les populations de Donbass, et progressivement les surmonter. Si ça vous intéresse, la OSCE, qui monitorait toute la situation militaire de la frontière de Donbass avec la Russie, et j'ai trouvé des rapports vraiment précieux, jour après jour, comment les bombardements de Zelensky, le mois de février, grandissent terriblement, dépasser de 4 ou 5 bombardements à plus de 1000, mais date par date et localité par localité. Et le top, c'était le 20 février 2022. Et le 21, M. Poutine signe la reconnaissance de République de Donbass. Et la guerre est arrivée. Donc, puisque dans les sujets que tu introduisais, Roland, tu parlais des responsabilités, il y a une responsabilité qui est assez personnelle et très, très négligée. C'est celle de M. Zelensky en président en tant qu'individu. C'est-à-dire, de la même manière, plus ou moins équivalente que Netanyahou fait toute la guerre pour garder son poste, Zelensky a fait de la guerre pour garder les siens, c'est-à-dire, mais pas parce qu'il s'était les siens à sa peau à lui, c'est parce qu'il représentait tout ce que vous autres vous avez parlé, de tous les intérêts de l'impérialisme, de la géoéconomie, etc., etc. Donc en temps, il est devenu un instrument de la géopolitique américaine. L'Ukraine a cessé d'être active dans son propre territoire, et je crois que cet aspect de la guerre, qui n'est pas celle historique de l'expansion de l'OTAN, mérite d'être un petit peu signalé pour vraiment comprendre la diversité des éléments qui ont intervenu dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Il faut intervenir à la prochaine. Je suis de Wallonie, et plus précisément sur Liège. J'habite d'ailleurs à 3 km de l'aéroport. Et je crois qu'il faut faire le lien. Je pose la question, ne faut-il pas faire le lien entre la génuflexion de nos politiques et des industriels de l'armement et la disparition d'un mouvement pour la paix en Wallonie. Donc, dans les expériences qu'on a eues à Liège, on a eu un niet sur toute la ligne en tant que collectif Liège-Palestine Solidarité par rapport à quelque action que ce soit, avec un accent particulier de ces chefs syndicaux, nous n'admettons aucune action visant les entreprises. On a été 4 fois à Challenge, et la seule fois où on a bloqué 3 heures, suivant une tradition de la section de Liège de l'APP, il y a même plusieurs composantes du collectif Liège-Palestine Solidarité qui ont pris peur et se sont mis à distance parce qu'elles avaient peur de déplaire à la FGTB de Liège. Ceci étant, le résultat, au bout d'un temps beaucoup trop considérable, c'est que quand même, celui qui porte par excellence la défense des intérêts de l'industrie d'armement, puisqu'il accorde des licences
de manière parfaitement opaque, avec un comité d'avis qui est à la botte, et avis qui ne sont pas nécessairement respectés. Il a gagné, je dirais, peut-être vice-président cesse temporairement d'être complice de génocide quand plusieurs fois, je dirais, et les ONG et la presse ont mis le doigt sur les exportations de poudre. Et une deuxième fois maintenant, quand il a fallu une nouvelle couche de révélation des documents les plus complets que j'ai vus étant ceux qui sont sur le site de la RTB, pour enfin aligner la réglementation wallonie concernant le transit d'armes. Alors ceci étant, quand à Liège on a discuté d'une manifestation à Namur, on n'était pas trop sûr de notre fait, parce que on n'a pas avec nous des ONG qu'on avait traditionnellement, et notamment pas les syndicats. J'estime que cette manifestation du 12 mai, centrée sur la question des armes, donc, a quand même été un succès, on était de l'ordre de 300, même si la composition, c'est un peu spécial, parce qu'on avait beaucoup de profils de type gilet jaune, squatter, comme ça. Et donc je signale qu'à partir de là, il y aura une proposition d'une réunion à Namur juste avant le congé, qui taperait sur le clou, puisqu'il y a des changements à demander en Wallonie sur la question des licences d'exportation. En outre, en ce qui concerne les fameux transits sans transbordement, il ne faut pas oublier qu'à Zim, ils devaient demander l'autorisation d'après la réglementation flamande, et ils n'ont pas demandé, c'est ce qui fait l'objet de la plainte en justice. Et ce qui me semble, c'est qu'on devrait avoir des points d'appui au départ de ça, parce que ceux qui se sont prostitués, je dirais, aux marchands d'armes, sont dans la difficulté, et nous devons évidemment continuer à appuyer pour les mettre davantage dans la difficulté, et par ricochet, évidemment, faire bouger les lignes au niveau syndical. C'est parce que les marchands d'armes ont des amis dans les syndicats que ça a pris 8 mois. Oui, Olivier ? Oui. Merci Pierre pour ton intervention. Je crois que c'est vrai que les niveaux d'armement étaient plus importants à ce moment-là, parce que on agitait toujours le péril rouge, etc. Mais quand même maintenant, il y a quand même quelque chose de très inquiétant, c'est le réarmement de l'Allemagne et la position de l'Allemagne encore dans ces deux conflits. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très préoccupant. Alors moi, je voudrais aussi dire un élément positif que j'ai pu voir. Au mois de juillet, il y a eu un sommet Amérique latine-Europe. Et un des grands objectifs de l'Europe, c'est quand même de se mettre l'Amérique latine comme alliée dans la lutte contre l'Ukraine, avec toutes les sortes d'armes qu'il fallait vendre à l'Ukraine, etc. Et il y a eu un niet quand même très clair de Petro, le président de Colombie, qui a une position quand même très claire, et Lula, etc. Et bon, je crois qu'il faut quand même élargir, parce que moi j'entends beaucoup dans la gauche un peu, et alors le président iranien et Poutine, il faut essayer aussi de mettre en avant un peu d'autres leaders que ceux-là, qui sont quand même des leaders, et nous, dans ces pays-là, on serait peut-être déjà morts aussi, parce que le président iranien, c'est quand même celui qui a liquidé les communistes en Iran, etc. Moi je vois ici des communistes, l'Iran. Essayer d'élargir un peu, de chercher plus proactivement des appuis dans le sud de gens qui peuvent rassembler un peu plus des jeunes et des gens qui sont plus progressifs sur d'autres questions de genre, d'anticolonialisme, etc. Bon, a priori, cette première partie du débat concernait la responsabilité première de cette guerre en Ukraine, mais elle est partie un peu dans toutes les directions, et c'est très bien comme ça d'ailleurs, bien sûr. Mais je pensais que quelqu'un aurait soulevé le fait que, je vous ai induit dans l'horreur, que cette guerre n'a pas commencé
selon moi, le 24 février 2022, mais elle a commencé en 2014, et bien avant aussi, mais de façon chaude en 2014, avec une guerre dont le mouvement de la paix en Europe n'a quasiment pas parlé, soulevé, qui était un véritable massacre contre la propre population d'Ukraine. Et le mouvement de la paix ne s'est pas soulevé contre cela. C'est quand même assez grave. Je pense que la responsabilité de cette guerre est un point extrêmement important quand même, parce que nous sommes bombardés de la propagande russophobe. Et cette propagande, il faut pouvoir y répondre. Je voudrais, disons, enchaîner avec une autre partie de ce débat, qui va encore partir dans toutes les directions, soit, c'est justement le fait qu'on est actuellement bombardé par la propagande de guerre, l'idée que la Russie nous menace. Ça, tout le monde le dit maintenant. J'ai pris une petite citation de Alexander De Croo. Si nous n'arrêtons pas Poutine, il continuera et étendra son intrusion à d'autres pays, dans l'Union européenne et potentiellement sur le territoire de l'OTAN. Dit Roupeau, si la Russie gagne, nous sommes en danger. J'ai pris des exemples belges, mais il y a tous les pays disent la même chose. Si la Russie gagne, l'Europe est en danger, va attaquer. C'est malheureusement une partie de la population reçoit ça jour après jour. Je ne sais pas si parmi vous il y a des adeptes de Edge, du navigateur de Windows. Moi, je dois l'utiliser. Et chaque jour, on a des informations sur Poutine va attaquer la Roumanie, les Pays-Bas, etc. Ça imprègne une grande partie de la population. Et donc, fatalement, la population est amenée à se dire c'est dangereux, nous devons nous protéger, il faut investir dans l'OTAN. C'est dramatique, mais ça marche. Cette propagande de guerre marche. Je voudrais vous demander, donc à vous tous, à vous trois en particulier, qu'est-ce que vous pensez de cette propagande de guerre? Est-ce qu'il faut vraiment investir dans l'OTAN pour se protéger de la menace russe? Je dis. Prenons d'abord, est-ce qu'on fait une pause ou pas? On peut faire une pause. À quelle heure on va finir? C'est aussi important. Quand vous n'en pouvez plus. Doucement, les gens vont partir, donc il faut peut-être. Il est quelle heure maintenant? Il est 8h15. 8h15 déjà. Partir à Vous 8h30. pouvez manger aussi si vous voulez. Vous voulez faire un break maintenant? Mais pas nécessairement, c'est pour clarifier. Je crois que c'est bien aussi. On fait un break et on reprend. Je prévoyais 3 parties, mais en fait... Mais le break, très peu, allez, pas trop, on doit encore rentrer à Londres, voilà. Mais comme je prévoyais 3 parties bien distinctes, et que c'est parti dans toutes les directions, on fera 2 parties, ce sera bien. Oui. D'accord? Ouais. Donc le Et break, c'est pendant 5 minutes. jusqu'à 9h15, 9h. Oui, comme cela. Hein? Alors, Ok.